Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DA Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. Tu es à l'intérieur du pays? Oui, dans le cadre de mes activités professionnelles. D'accord. J'ai fait quand même un assez long périple. On a commencé à Koulamoutou, Lastouville, puis Mwanda, Franceville. C'est confidentiel ou Non, c'est pas confidentiel. C'est au service des Gabonais? C'est au service d'abord des salariés de la CNSS. Parce qu'il s'agissait de... ça entrait dans le cadre du renouvellement du collège des délégués du personnel. Donc, comme je suis membre d'une organisation syndicale qui prend part à ces élections-là, donc, il fallait que j'aille sur le terrain pour discuter sensibiliser les populations. Non seulement sensibiliser, et puis aussi essayer de les convaincre sur le programme que moi je défends avec d'autres, parce que je ne suis pas seul, nous sommes un... D'accord, tu veux être voté pour le syndicat de la CNSS? Non, c'est-à-dire que je veux que les gens votent pour les candidats que notre liste présente, afin de nous donner la représentativité nécessaire pour peser dans les prochaines négociations sociales. Et voilà. Quels sont les arguments que vous mettez en avant? C'est le syndicalisme en fait. Non, on a un projet de société. Okay. Dans ce projet, il y a à la fois la préservation de nos acquis et le renforcement de ces derniers. Les acquis, il faut savoir qu'ils avaient été menacés à l'époque de l'administration provisoire. Donc, il y a le renforcement de ces acquis-là parce qu'il y a certains qui ne sont toujours pas rétablis, comme le paiement des avances conventionnelles. Il y a aussi la question du contentieux qui n'a toujours pas été soldé du 13e mois de 2022. Il y a ça, il y a la question du mode de calcul des congés qui avait été changé sous l'administration provisoire. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles nous voulons absolument revenir. Et puis, il y a aussi des avancées en termes de revendications. Il y a la question des salaires, il y a la question des carrières. Les carrières sont très inégalitaires au sein de la CNSS parce qu'elles dépendent de la bonne volonté d'une seule personne, c'est le directeur général. Or, on ne peut pas avoir dans une entreprise la seule option qui soit offerte aux salariés en termes d'évolution de carrière. On ne peut pas seulement l'assujettir à la seule volonté d'un individu. Donc pour nous, ce n'est pas possible. La majorité des choses fonctionnent comme ça ici. Non, mais il faut les changer. C'est la raison pour laquelle nous sommes pour la mise en place de ce qu'on appelle des avancements automatiques qui pourraient garantir à tous les salariés, sous réserve bien entendu d'un certain nombre de critères, notamment des critères en termes de disciplinaire, éviter un salarié qui fait correctement son travail. Pourquoi il faudrait attendre que ce soit un directeur général qui fasse évoluer sa carrière? Non, elle devrait tout naturellement évoluer au sein de l'entreprise parce qu'il gagne en compétences, en expérience. Et donc ça doit être valorisé. Et surtout que ça permet aussi de fidéliser le salarié avec son entreprise. Donc, pour nous, la question des avancements automatiques, c'est quelque chose qui doit être fait. Et nous avons tout un ensemble de scénarios possibles que nous entendons proposer à l'employeur si on nous donne la possibilité de le faire en tant qu'organisation. Est-ce que vous avez discuté sur la qualité du travail aussi des employés? Ça fait aussi partie de nos missions. Mais pour que le travail soit de qualité, il faut que les conditions de travail soient de qualité. Or, qui met en place les conditions de travail, ce n'est pas le salarié, c'est l'employeur. Mais le salarié arrive quand même avec des compétences. Oui, mais les compétences seules ne suffisent pas. Il faut qu'il y ait un cadre institutionnel, un cadre environnemental qui permette justement aux salariés de faire valoir toutes ses compétences, de pouvoir exprimer pleinement tous ses potentiels. Or, si vous n'avez pas un environnement, quand je dis l'environnement, il est à la fois social, il est humain, il est matériel, il est technique, il est financier. Donc, si vous ne mettez pas à la disposition du salarié le cadre idéal dans lequel il pourrait pleinement exprimer tous ses potentiels, conformément au contrat de travail, aux droits et aux devoirs qu'il a, qui figurent sur le contrat de travail qu'il a signé avec l'employeur, le travail ne peut pas être de qualité. Donc, ce sont toutes ces questions-là que nous sommes allés débattre auprès des salariés de l'intérieur du pays. Et nous avons été très réceptifs. Dans le même temps, ils nous ont fait part de certaines de leurs préoccupations qui sont beaucoup liées à l'éloignement, liées à l'absence de certaines infrastructures qui ne facilitent pas leur vie dans certaines localités. Je prends un cas simple. Vous prenez par exemple
dans le Guelolo, par exemple. Il n'y a pas de banque installée dans le Guelolo. Donc, nos collègues qui sont à Koulamouté, à Lastoville, ont droit à 2 jours de banque. Il faut qu'ils rallient le Haut-Ogooué, en l'occurrence Mwanda ou Franceville, pour entrer en possession de leur salaire. Or, ces villes-là sont éloignées de plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres. Il y a des risques. Donc, alors. Exactement, il y a des risques. Donc, nous sommes pour la mise en œuvre de nouveaux systèmes de paiement. On a des plateformes comme Airtel Money ou Move Money, pour ne pas les citer, qui pourraient faciliter justement cette situation-là en leur permettant d'entrer en possession de leur salaire sans plus avoir besoin de se déplacer. Ou bien, parce qu'il y a aussi un autre fait, c'est que quand ils se déplacent à leurs propres frais. Et ils ont le cash sur eux. Non. Le risque c'est dangereux. Voilà, c'est dangereux. D'abord, à leur propre frais, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils payent le transport, ils payent parfois l'hébergement, parce que des fois, il faut dormir sur place, alors que le fait d'être dans ces localités-là n'est pas de leur fait. Le fait de travailler là, c'est l'employeur qui les a envoyés. Et donc, normalement, c'est l'employeur qui devrait prendre en charge tout ce qui est frais inhérents à cette opération d'aller percevoir le salaire. Donc, ce sont des choses sur lesquelles nous souhaitons justement discuter avec l'employeur dans le cadre de futures négociations sociales. Mais pour cela, évidemment, il nous faut que les salariés nous donnent leur quitus. Donc, à chaque fois que vous avez un nouveau DG, vous devez discuter de ces questions-là, parce que chaque DG change ça. Non, ce n'est pas ça. D'abord, le principe du dialogue social, il doit être permanent. C'est-à-dire que vous savez que l'environnement en entreprise, c'est un environnement dynamique. Il y a toujours des problèmes, il y a des avancées, il y a des reculs, il y a des tensions. Donc, il faut, pour maintenir un climat social apaisé, il faut que les partenaires sociaux, voilà pourquoi on dit partenaires sociaux, le directeur et les représentants des salariés. Donc, ensemble, ils doivent discuter de manière permanente pour éviter qu'il y ait des tensions qui puissent s'installer. Et le Code du travail le permet. Justement, il y a ce qu'on appelle le comité permanent du dialogue économique et social, qui est prévu par le Code du travail, qui justement, sous réserve pour les entreprises qui ont une certaine taille, qui incite donc les employeurs et les représentants des salariés à se retrouver régulièrement pour discuter de questions liées au fonctionnement de l'entreprise, liées aux questions sociales des salariés. Donc, tout un tas de questions qui concernent l'entreprise pour éviter justement que le climat ne se dégrade ou ne se détériore, le climat social, bien entendu. D'accord. Jean-Paul, le brin d'histoire aujourd'hui, ce matin, on va combien d'années en arrière? On va 63 ans en arrière. On va parler d'un événement qui est considéré comme un événement majeur dans l'histoire de la décolonisation africaine. Et nous allons parler des événements du massacre du 17 octobre 1961 à Paris. Il faut savoir qu'en 1961, il y avait déjà une vague de décolonisation. Il y avait une vague de décolonisation dans le sens où certaines colonies, là je parle en Afrique, certaines colonies déjà françaises avaient acquis l'indépendance. Et malheureusement, il y avait d'autres territoires pour lesquels, évidemment, cette indépendance n'était pas encore une réalité. C'est le cas notamment de l'Algérie, puisque l'Algérie n'avait pas le même statut que les autres colonies françaises. Il faut savoir que l'Algérie était un département français d'outre-mer, donc c'est-à-dire une étendue du territoire de la métropole. De l'Algérie, on parle souvent de colonie de peuplement, c'est-à-dire que les Français allaient s'installer là-bas pour y vivre en considérant que cette terre faisait partie du territoire français. Et donc, depuis 1958, il y avait véritablement une lutte pour l'indépendance dont la plus importante organisation était le Front de Libération Nationale, le FLN, qui était à la fois une organisation à la fois politique et militaire. À l'époque, il faut bien comprendre qu'en 1961, le FLN était considéré comme une organisation terroriste à Paris, en France, parce qu'elle commettait, il faut aussi le reconnaître, qu'elle a commis des exactions, que ce soit en Algérie ou en France. En France, elle commettait des attentats. Mais l'objectif pour elle était, bien entendu, de pousser le gouvernement français à accorder l'indépendance à l'Algérie. Et donc, depuis de nombreux mois, il y avait donc cette guerre très sanglante sur le territoire algérien. C'est la période de la guerre dite d'Algérie, la guerre d'indépendance d'Algérie, qui va s'achever en 1962. Mais en octobre 1961, il y avait un couvre-feu en raison des attentats commis par le FLN à Paris. Le gouvernement français de l'époque avait donc décidé d'instaurer un couvre-feu aux Algériens. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine heure, toute personne de nationalité algérienne, qu'elle soit homme, femme ou enfant, n'avait plus le droit de circuler dans les rues. Et donc, à partir de là, le FLN aussi, qui voulait à la fois organiser
il y avait toute une, comment dirais-je, il y avait tout un ensemble d'actions que le FLN menait pour essayer d'attirer l'attention soit de l'opinion publique, soit de la communauté internationale sur la question de l'indépendance de l'Algérie. Et donc, il faut savoir qu'en cette période de 1961, en raison du couvre-feu, les Algériens qui résidaient en France, il y avait une très très forte communauté algérienne en France, il y en a toujours d'ailleurs, n'avaient pas le droit de manifester. Et donc, elle ne pouvait pas organiser une manifestation en bonne et due forme, c'est-à-dire saisir une autorisation de la préfecture de Paris et organiser cette manifestation-là. Et donc, le FLN, sachant qu'elle n'aurait jamais cette autorisation, va quand même essayer d'organiser une espèce de coup médiatique en essayant de montrer à la fois l'opinion publique française, sa capacité de mobilisation et le fait que, évidemment, pour ces Algériens-là, la question de l'indépendance était non négociable et qu'on ne pouvait plus faire machine arrière. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle va de manière clandestine organiser une manifestation pacifique. Dans cette manifestation pacifique, il y avait pour la première fois non seulement des hommes, mais aussi des femmes et des enfants qui devaient évidemment marcher dans les rues de Paris de manière totalement pacifique afin si vous voulez, manifester, en fait, d'appeler les autorités françaises à reconnaître l'indépendance de l'Algérie. Malheureusement pour ces hommes, femmes et enfants, les autorités françaises à l'époque étaient encore très remontées sur la question de l'indépendance algérienne. Elles ne voulaient absolument pas en entendre parler. Et donc les forces de sécurité, donc la police, les forces de police françaises ont été informées de l'organisation de cette manifestation. Et donc elles vont décider de la contrecarrer. Malheureusement, elles ne vont pas user de moyens légaux qui devaient permettre de maintenir l'ordre quand on est face à une population totalement désarmée, une population de civils. D'autant plus que dans cette population, à l'intérieur de laquelle il y a de nombreux femmes et enfants. Et donc, le 17 octobre 1961, à peu près 30 000 Algériens vont défiler dans les rues de Paris, mais en face d'eux, il va y avoir tout un arsenal répressif mis en place par la préfecture de police de Paris, qui était dirigée à l'époque par Maurice Papon. Pour ceux qui s'en souviennent, Maurice Papon, c'était le préfet de Vichy, et c'était lui qui avait organisé un certain nombre de rafles qui avaient emmené, qui avaient vu la déportation de juifs français vers en Autriche, en Allemagne et en Autriche, dans le cadre de l'Holocauste. Même si, bien des années plus tard, dans les années 90, il va être poursuivi, condamné pour ces actes-là, mais en l'occurrence pour les actes causés lors des manifestations du 17 octobre 1961, il n'a jamais été poursuivi, il n'a jamais été condamné. Bon, il est mort depuis plusieurs années, mais n'empêche que la question de la responsabilité de l'État français demeure, puisque lors de cette manifestation du 17 octobre 1961, dans le système répressif mis en place par la police parisienne, il y avait deux corps d'hommes. Il y avait d'un côté ce qu'on appelle les gardiens de la paix, donc les officiers de police, les officiers de force de police nationale, et à côté, il y avait ce qu'on appelle des auxiliaires, ce qu'on appelle des forces de police auxiliaires. C'est un peu des supplétifs de la police française qui étaient composés de harkis. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire française, il faut savoir que durant la guerre d'Algérie, il y avait deux camps chez les Algériens. Il y avait ceux qui se battaient pour l'indépendance, donc principalement au FLN et d'autres organisations. Et puis, vous avez un côté des Algériens qui combattaient d'autres Algériens, mais ils étaient du côté des Français, donc du côté du pays colonisateur. Et donc, ce sont ces Algériens-là qui combattaient aux côtés des Français qu'on appelle les harkis. Et donc, il y avait des harkis qui constituaient à Paris la force de police auxiliaire, et c'est cette force de police auxiliaire qui va jouer un rôle aussi très important dans les événements tragiques du 17 octobre 1961. Et donc, par la suite, maintenant, évidemment, à l'époque, on avait largement sous-estimé le nombre de victimes. On parlait de 17 morts et de quelques dizaines de blessés, mais l'on sait aujourd'hui que le nombre de morts est bien au-delà de ça, même si ni la France ni l'Algérie aujourd'hui ne se sont accordés sur le nombre exact de victimes. Alors, certains on parle entre 700 et 1200 victimes, mais ça, évidemment, ce sont des chiffres qu'il faut prendre avec beaucoup de pincettes, puisque, étant donné que le décompte, déjà à l'époque, avait été très largement sous-estimé, il faut savoir que beaucoup d'Algériens
des victimes avaient été envoyés dans un certain nombre, dans plusieurs dizaines de centres de santé, d'hôpitaux en France, malheureusement à Paris. Malheureusement, les décomptes n'ont été faits officiellement que dans 5 hôpitaux. Donc c'est ce qui fait que le nombre a été largement sous-estimé. Et puis, derrière, on le sait aussi, il faut savoir que près de 12 000 Algériens avaient été arrêtés par les forces par la police française. Une partie avait été transportée par les bus de la police, d'autres avaient été même transportés par les bus de la RATP et acheminés dans un certain nombre de grandes salles qui avaient été même transformées en véritables lieux de détention. Et donc tout ça a fait que, évidemment, cet événement et la violence avec laquelle il avait été réprimé ont, durant plusieurs décennies et même jusqu'à présent encore, pollué un peu les relations entre la France et l'Algérie. Alors, il faut savoir qu'en 2012, pour la première fois, du côté français, on avait reconnu, à l'époque c'était François Hollande, président de la République, qui avait reconnu la responsabilité de l'État français dans les massacres du 17 octobre 1961. Et donc 5 ans plus tard, c'est Emmanuel Macron, lors de son premier voyage en Algérie, qui va évidemment reconnaître la responsabilité. Là maintenant il va aller plus loin, il va reconnaître la responsabilité de la police, évidemment pas toute la police, mais la police de Paris, donc la préfecture de police de Paris, qui était dirigée par Maurice Papon, comme étant responsable de ces événements-là. Mais malheureusement, derrière, qui dit la question de la responsabilité, parle aussi de dommages et intérêts, donc la question de la réparation. Et c'est là où le bas blesse, puisque jusqu'à présent, la question de la réparation n'a jamais été abordée, puisque du point de vue de l'État français, même si elle a déjà fait un pas en reconnaissance à la responsabilité de son administration, elle refuse de nommément citer les responsables de l'époque. Que ce soit M. Maurice Frey, qui était ministre de l'Intérieur, que ce soit le Premier ministre ou le président de la République de l'époque, ceux-là, pour l'État français, ne sont pas responsables. Jusqu'à présent, la seule personne de Maurice Papon est considérée comme étant responsable de ces événements. Or, Maurice Papon n'a pas pu organiser cette répression-là tout seul. Il a organisé avec l'accord et la bénédiction de sa hiérarchie. Or, sa hiérarchie, c'était bien entendu le ministre de l'Intérieur, c'était bien entendu le gouvernement français. Et donc, le fait de vouloir limiter les responsabilités à la simple personne de Maurice Papon montre bien que la France a bien entendu voulu faire un pas en termes de reconnaissance, dans le cadre aussi d'un apaisement sur la question mémorielle, parce que la question mémorielle, c'est une question qui divise énormément la France et l'Algérie. Et il faut savoir que Emmanuel Macron avait appelé à la mise en place d'une commission mixte franco-algérienne d'historiens qui est d'ailleurs dirigée par les professeurs Mohamed Lansen Zeïguidi du côté de l'Algérie et de Benjamin Stora du côté de la France. Bien entendu, les conclusions de cette commission mixte franco-algérienne couvrent essentiellement tous les événements qui ont eu lieu durant la guerre d'Algérie, donc de 1958 à 1962. Et évidemment, ce n'est pas l'objectif de ce travail de cette commission, c'est enfin d'avoir une version de l'histoire qui soit reconnue aussi bien par la France que par l'Algérie. Parce que, évidemment, la lecture des événements n'est pas la même que l'on soit à Alger ou à Paris. Et donc, les responsabilités dans ces événements-là ne sont pas les mêmes. Et donc, il y a aussi une question qui est très importante, c'est que la question de la réparation pourrait aussi inciter d'autres pays à exiger de la France qu'elle fasse la même chose. Il faut se rappeler qu'en décembre 1960, il y avait eu des massacres aussi au Maroc perpétrés par l'armée française. À l'époque, les Marocains demandaient, le Maroc avait un statut non pas de colonie, mais d'un territoire sous tutelle de la France. Et donc, de ce point de vue-là, les Marocains de l'époque avaient manifesté contre un certain nombre d'injustices dont ils se disaient victimes de la part des colons. Et donc ça aussi, ça avait été réprimé dans une extrême violence par des policiers qui étaient à l'époque dirigés par Maurice Papon. Donc vous voyez que... Finalement, c'est lui, c'est pas... oui, mais dans tous les cas, et certains l'expliquent que justement, il avait été promu préfet de police de Paris à la suite des résultats qu'il avait obtenus
au Maroc en étant parvenu à pacifier, si tu veux, les zones dont il avait la gestion en utilisant des méthodes extrêmement violentes. Et donc, on était en pleine guerre d'Algérie. Il y avait ces attentats-là à Algérie, il y avait à Paris, il y avait vraiment cette tension-là entre les Français et les communautés algériennes à Paris. Donc, il fallait un homme fort qui puisse ramener avec des méthodes peu orthodoxes, ramener, si tu veux, l'ordre à Paris. Et c'est la raison pour laquelle Maurice Papon avait été promu préfet de police de Paris. Et donc, il va tout simplement appliquer les mêmes recettes qu'il avait appliquées au Maroc et les mêmes recettes qu'il avait même appliquées à Vichy à l'époque où il était préfet, parce qu'il combattait il faisait partie de ce qu'on appelle les collaborateurs, les collabos, et il combattait justement les résistants, ceux qui combattaient, si tu veux, l'Allemagne nazie qui était installée en France. Donc, c'est grâce à son passé, grâce à ces faits d'armes-là qu'il était arrivé et il avait été promu préfet de police de Paris. Donc, évidemment, pour les Algériens, les Français ne peuvent pas ignorer cela. Et donc, c'est la raison pour laquelle, bien entendu, la question de ces événements-là, qui est la question des événements du 17 octobre 1961, qui reste quand même un point noir très important sur la question de l'approche historique de la guerre d'Algérie, aussi bien du côté algérien que du côté français. Mais on le sait aussi, la question, si tu veux, la position de la France a évolué. Le président Abdelmadjid Tebboune devait effectuer une visite officielle en France, je crois, au courant de ce mois, mais ça a été, bien entendu, balayé d'un revers de la main, parce que, évidemment, les événements ont évolué concernant la question du Sahara occidental, que le Maroc, sur lequel le Maroc et l'Algérie se déchirent. La France a décidé de prendre fait et cause pour le Maroc, ce qui a une fois de plus mis le feu sur les relations franco-algériennes. Et donc, ça va déteindre sur tous ces travaux-là, y compris des travaux mémoriels, donc une reconnaissance possible de l'implication de la France dans ces événements-là. Maintenant, je vais conclure en disant qu'en mars dernier, l'Assemblée nationale française a voté pour la première fois une loi qui instaure une journée mémorielle et qui instaure la reconnaissance du massacre du 17 octobre 1961 par la République française, et qui cela ouvre aussi la voie certainement à la désignation d'une journée de commémoration de ces événements. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Jean-Paul qui revenait sur le brin d'histoire comme tous les jeudis sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va en musique et on se retrouve juste derrière. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La